Je m'appelle Matteo Del Valle. Et ceci est Realidad Prohibida. Il existe des endroits où la joie n'est qu'un déguisement. Un masque brillant, brodé de fils d'or, qui cache les cicatrices les plus profondes de l'âme. La Plaza Garibaldi, au cœur meurtri et vibrant de Mexico. L'épicentre du mariachi, le kilomètre zéro du son du Mexique. Des trompettes qui lancent un cri de fête vers le ciel nocturne. Des violons qui pleurent des histoires d'amour, de trahison et d'oubli. Et des guitares qui gardent dans leur bois l'âme de tout un peuple. Mais parfois, ces mêmes caisses de résonance, ces mêmes instruments qui nous font chanter, gardent bien plus que de la musique. Parfois, ils gardent des secrets sombres, inavouables, des secrets qui pourrissent dans le silence, protégés par le bruit de la fête. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un de ces silences, derrière les costumes de charreau, derrière les chapeaux larges qui cachent le regard, derrière les sourires répétés pour les touristes. Voici l'histoire d'une famille qui était une légende, et de l'enfer privé qu'ils ont construit avec des notes de musique et des accords de douleur. Une histoire de talent, de renommée et d'un péché que la société refuse de nommer. Abonnez-vous à la chaîne, pas pour moi, mais pour les voix qui s'étouffent sous la musique assourdissante. Pour que leur silence, un silence qui dure depuis des décennies, soit enfin brisé et assourdisse le monde. Elle s'appelait Sofia Rojas, 26 ans, journaliste, mais elle se sentait plutôt comme une ouvrière dans une usine de contenu. Elle écrivait des articles rapides, superficiels, sur les restaurants à la mode, sur le dernier scandale People. Et elle ressentait une faim grandissante, une faim de vérité, de trouver une histoire vraie, humaine, profonde, quelque chose qui justifierait sa profession. Et elle l'a trouvée. Ou plutôt, l'histoire, tel un prédateur patient, l'a trouvée. Elle voulait écrire un reportage sur les grandes dynasties du mariachi, sur la façon dont le talent se transmet, dont la musique coule dans les veines, comme un fleuve puissant. Tous les chemins, toutes les sources, la menèrent à un seul nom. Un nom qui était synonyme de Garibaldi, Los Reyes, connu de tous comme Los Reyes de Garibaldi. Ils étaient plus qu'un groupe. Ils étaient une institution. 3 générations de musiciens prodigieux qui avaient défini le son de la place pendant 50 ans. Leur patriarche, Don Ramiro Reyes, était une légende vivante. 70 ans de pure musique et de charisme. Sofia, utilisant tous ses contacts, obtint une interview. Une réussite que ses collègues du milieu lui envièrent profondément. La maison des Reyes se trouvait dans un vieux quartier, près du centre historique. Une grande maison en pierre qui avait connu des jours meilleurs, mais qui conservait encore un air de grandeur décadente. La porte, énorme et en bois massif, s'ouvrit. Et il était là, Don Ramiro, grand, droit malgré son âge. Les cheveux complètement blancs, coiffés en arrière, et un regard pénétrant, sombre, qui semblait tout lire. Il dégageait un pouvoir magnétique et terrifiant. « Entrez, mademoiselle », dit-il d'une voix de baryton, habituée à donner des ordres. Sofia entra. L'intérieur de la maison était un sanctuaire. Un autel impressionnant dédié à une seule divinité. Don Ramiro. Les murs étaient couverts de photographies. Ramiro avec des présidents. Ramiro avec des stars de cinéma de l'âge d'or. Ramiro avec Placido Domingo. Des disques d'or et de platine étaient accrochés comme des blasons. L'atmosphère était oppressante, lourde. Sofia ressentit un froid qui n'avait rien à voir avec la température. La famille était réunie dans le grand salon, comme s'ils l'attendaient pour une sorte d'audience royale. Ses fils, des hommes déjà mûrs,
au visage buriné par le soleil et la tequila. Ses petits-enfants, un groupe d'adolescents et d'enfants, tous avec des instruments à la main. Des violons, des guitares, des trompettes, et tous, sans exception, avec le même regard, éteint, vide. Il souriait quand Don Ramiro parlait, mais ce n'était qu'une contraction des muscles faciaux, un réflexe conditionné. Leur sourire n'atteignait pas leurs yeux. Ils étaient comme une armée de marionnettes parfaitement accordées. Et Don Ramiro était le seul à tenir les ficelles. Sofia a essayé de leur parler, de leur poser des questions individuellement. Mais il répondait pour tous. Toujours. Le talent est un don de Dieu. Et dans cette famille, Dieu a été très généreux, récitait-il fièrement. Nous avons le devoir sacré d'en prendre soin. De le protéger de la médiocrité du monde. Ces paroles semblaient répétées, comme un credo répété des milliers de fois. Le regard de Sofia se posa sur une jeune fille, assise dans un coin, un peu à l'écart des autres. Elle devait avoir environ 14 ans. Elle s'appelait Elena. Elle tenait un violon avec une force disproportionnée. Ses jointures étaient blanches. Elle ne regardait personne. Son regard était fixé sur un point invisible du parquet. Sofia lui posa une question directe, essayant de rompre le monologue du patriarche. « Elena, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de jouer du violon ?» Le silence s'abattit sur la salle. La fillette leva les yeux. Et pendant une seule seconde, Sofia vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la timidité, c'était de la terreur. Une terreur pure, nue, abyssale. Avant qu'elle n'ait pu articuler un mot, Don Ramiro éclata d'un rire qui résonna dans toute la maison. La petite aime tout dans la musique. C'est une Reyes. Elle l'a dans le sang, comme nous tous. Elena baissa à nouveau les yeux. Elle devint toute petite, invisible. L'entretien prit fin peu après. Sofia quitta cette maison avec un nœud glacé dans l'estomac. Ce n'était pas une famille, c'était une secte, et Don Ramiro était son Dieu impitoyable. Mais elle n'avait rien, absolument rien. Juste une sensation, une terrible et lourde sensation que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Elle décida de revenir. Elle ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Elle inventa une excuse. Il a appelé pour dire qu'il pensait avoir oublié un carnet. Il est revenu le lendemain après-midi, sachant que le mariachi serait en train de jouer à Garibaldi. Il espérait trouver l'une des femmes de la maison. La femme de Ramiro, une silhouette fantomatique qu'il avait à peine aperçue, ou l'une des belles filles. Mais la maison était plongée dans un silence de mort. Seule Elena était là. Il la trouva dans la cour arrière, assise sur une marche en pierre. Elle ne jouait pas du violon. Elle le serrait simplement contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier, le seul qu'elle avait. Lorsqu'elle vit Sofia, elle se leva d'un bond, le visage marqué par la panique. « Oh, désolé, je ne voulais pas te faire peur, » dit Sofia, d'une voix aussi douce que possible. « Je crois que j'ai oublié mon carnet. L'avez-vous vu ?» Elena se contenta de secouer la tête, sans émettre le moindre son. Sofia s'approche lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. « Elena, si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, si quelque chose arrive, vous pouvez venir me voir. Vraiment. » Elle lui tendit une carte avec son nom et son numéro de téléphone. La fillette ne la prit pas. Son regard allait et venait entre Sofia et la porte de la maison, terrifiée à l'idée que quelqu'un revienne et les trouve. Mais alors, cela se produisit. D'un mouvement rapide, félin, presque imperceptible,
Elle sortit un petit bout de papier plié de la poche de sa jupe. Elle le tendit à Sofia. Ses doigts tremblaient. Sofia le prit. Et Elena, sans dire un mot, se retourna et courut vers l'intérieur de la maison. Disparaissant dans l'obscurité, Sofia resta seule dans la cour. Son cœur battait à tout rompre dans sa gorge. Elle regarda le papier dans sa main. Les doigts tremblants, elle le déplia. Ce n'était pas une lettre. C'était une feuille de cahier de musique, une partition. La mélodie était immédiatement reconnaissable. Las Mañanitas, la chanson d'anniversaire. Mais elle était profanée. Entre les notes, dessinées d'un crayon tremblant, il y avait un arbre. Un arbre généalogique. Mais c'était une aberration. Un monstre tordu. Au centre, à la racine, un grand cercle avec une couronne dessinée. À l'intérieur, il était écrit « Le roi ». De cette racine partirent des branches vers ses filles. Puis, les branches de ses fils, au lieu de s'étendre vers l'extérieur, se courbaient vers l'intérieur, s'entremêlant à nouveau avec celles de ses propres sœurs, avec celles de ses nièces. Les lignes de l'inceste formaient une toile d'araignée grotesque. Une cage. Sur l'une des branches les plus jeunes, un petit cercle avec un nom écrit « Elena ». Et une flèche tremblante qui pointait depuis le cercle de son propre père vers elle, accompagnée d'un point d'interrogation. Sofia sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'air devint épais, impossible à respirer. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Le goût métallique de la peur, un goût de sang et de rouille, lui remplit la bouche. Ce n'était pas une partition. C'était un appel à l'aide, une carte détaillée de l'enfer. Sofia s'enfuit en courant. Elle ne s'arrêta pas avant d'arriver à son petit appartement. Elle ferma la porte à triple tour. Puis, elle glissa le long du bois jusqu'au sol, tremblant de manière incontrôlable. Le son de la musique joyeuse de Garibaldi, qui filtrait par sa fenêtre, résonnait désormais comme une moquerie macabre, comme la musique d'une foire aux horreurs. Elle comprit le regard d'Elena. Elle comprit le silence de la famille. Elle comprit le froid de cette maison. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Mais elle était terriblement seule. Qui allait la croire? Une jeune journaliste inconnue contre une légende nationale? Elle commença à enquêter, comme une obsédée. Des nuits blanches, à boire du café, entourée de coupures de journaux, à fouiller dans les archives numériques, dans les registres publics, à la recherche de la moindre faille, aussi minime soit-elle, dans la façade parfaite de la famille Reyes. Et elle l'a trouvé. Un nom. Ricardo Reyes. Un cousin éloigné de la famille qui, selon une vieille note de la rubrique mondaine, avait fait partie du mariachi pendant quelques mois, il y a déjà 10 ans, et qui avait disparu du jour au lendemain. Il s'était tout simplement évaporé. Cela lui a pris des semaines, mais il l'a retrouvé. Il vivait dans un petit village poussiéreux de Oaxaca. Il travaillait comme charpentier. Il ne jouait plus de guitare. Ses mains, qui autrefois dansaient sur les cordes, étaient désormais calleuses et durcies par le bois. Sofia fit 8 heures de bus pour le voir. Elle le trouva dans son atelier. Au début, il a refusé de parler. La peur, après une décennie, était toujours là, gravée dans les rides de son visage. Mais lorsque Sofia lui a montré avec beaucoup de précaution la photocopie du dessin d'Elena, Ricardo s'est effondré. Il s'est assis sur un tronc et s'est mis à pleurer. Des pleurs silencieux, ceux d'un homme brisé. Et l'histoire qu'il raconta était plus sombre, plus méthodique et plus perverse que Sofia n'aurait jamais pu l'imaginer. « C'est le pacte », murmura-t-il.
la voix brisée par les sanglots. Le pacte de sang et de silence. Don Ramiro, son grand-oncle, était sincèrement convaincu que son talent était d'origine divine. Un don qui ne pouvait être dilué par du sang ordinaire, par du sang sale. Il créa sa propre religion, sa propre loi, la loi de la pureté du sang Reyes. L'inceste n'était pas un péché pour lui. C'était un sacrement, un sacrifice nécessaire pour protéger le don. Il commença avec ses propres filles, vexées. Quand elles grandirent, il obligea ses fils à perpétuer la tradition. Avec ses sœurs, avec ses cousines, dans un cycle qui se répétait encore et encore. Tout enfant né avec un talent musical exceptionnel était la preuve que sa loi était juste. Tout enfant né avec des problèmes, des malformations, un retard mental, était une erreur, une épreuve du diable, et il était caché, il disparaissait. Personne ne savait ce qu'il leur arrivait. Ils cessaient simplement d'exister, dit Ricardo en tremblant. Je me suis enfui. Je me suis enfui une nuit. Quand mon père, obéissant à l'ordre de Ramiro, a voulu que je... avec ma petite sœur. Elle avait 12 ans. J'ai préféré m'enfuir, tout perdre, et ne plus jamais toucher une guitare de ma vie. Et Elena ? Demanda Sofia d'une voix faible. Ricardo baissa les yeux, honteux. Elena est la fille d'Arturo, le fils aîné de Ramiro, et de la sœur d'Arturo, Carmen. Tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle dans la famille. Elena grandit maintenant. Elle a eu 14 ans. Elle devient une femme, et selon le pacte, selon la loi de son grand-père, c'est maintenant au tour de son propre père. Sofia sentit une vague de nausée glaciale la submerger. L'horreur avait une structure, une logique perverse, un calendrier, et le temps d'Elena était compté. Sofia retourna à Mexico avec le témoignage de Ricardo enregistré sur son téléphone et la photocopie du dessin d'Elena. Elle avait désormais plus qu'un simple pressentiment. Elle avait des preuves. Elle se rendit directement au siège du ministère public. Elle attendit 3 heures dans un couloir bondé, bruyant et sale. L'odeur de désinfectant bon marché et de désespoir était accablante. Finalement, elle fut reçue par un agent du ministère. Un homme d'âge moyen, avec une tache de café sur le revers de sa chemise et une expression d'ennui infini sur le visage. Sofia, d'une voix tremblante mais ferme, lui raconta tout. Elle lui montra le dessin. Elle posa son téléphone avec l'enregistrement de Ricardo sur la table. L'agent écouta sans changer d'expression, les yeux mi-clos. Lorsqu'elle eut terminé, il se cala dans son fauteuil, qui grinça douloureusement sous son poids. « Voyons, mademoiselle, » dit-il en bâillant sans même essayer de le dissimuler. « J'apprécie votre zèle civique. Mais soyons honnêtes, c'est très très mince. Mince, c'est le témoignage d'une victime directe. C'est l'appel à l'aide d'une mineure. C'est la parole d'un charpentier rancunier d'Oaxaca contre celle de Don Ramiro Reyes. Savez-vous qui est Don Ramiro Reyes? C'est un patrimoine national, un ami personnel de sénateur, d'homme d'affaires. Il dîne avec le ministre de la Culture. Il désigna le dessin avec dédain. Et ça, c'est le dessin d'une petite fille. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Parfois, ils se trompent. Cette petite fille est en danger de mort, s'écria Sofia, sentant la frustration la brûler de l'intérieur. L'homme ne la voyait même pas. Son regard était perdu dans un calendrier d'une marque de pneus accroché au mur. « Écoutez, » continua-t-il d'un ton paternaliste qui la mit en colère. « Pour que je puisse agir, j'ai besoin d'une plainte officielle de la mineure ou de l'un de ses parents. J'ai besoin d'un rapport médical attestant de l'abus.
J'ai besoin d'une flagrance. Légalement, je n'ai absolument rien. Je ne peux pas envoyer mes hommes chez une légende nationale juste à cause d'un dessin et d'un enregistrement d'un cousin éloigné. Ils me mettraient en danger. Sophia le regarda, incrédule. Ce n'était pas un fonctionnaire. C'était un bureaucrate qui protégeait son poste. Le système ne voulait pas de problème. Le système protégeait les puissants. Sophia quitta ce bureau en se sentant humiliée, sale. La porte se referma derrière elle avec un clic sec, un son qui ressemblait à une condamnation à mort pour Elena. Elle n'abandonna pas. Le lendemain, elle se rendit au DIF, l'Agence gouvernementale de protection de l'enfance. Un autre bureau gris. Un autre couloir rempli de gens au regard perdu et à l'espoir brisé. Elle fut reçue par une jeune assistante sociale, assise derrière une montagne de dossiers. Sophia raconta à nouveau son histoire, avec tous les détails. La femme l'écoutait tout en tapant furieusement sur son clavier, probablement en train de chatter avec quelqu'un. « C'est terrible », dit-elle à un moment donné, sans aucune émotion, sans lever les yeux de son écran. « Vous devez sortir cet enfant de là. Immédiatement. » La femme soupira, un soupir d'agacement. « Écoutez, madame, notre protocole est très clair et nous ne pouvons pas le contourner. Vous pouvez remplir le formulaire F-17, qui est le « rapport de situation familiale potentiellement à risque ». Une fois reçu, un travailleur social sera désigné pour programmer une visite sur place. « Et quand cette visite aurait-elle lieu ?» demanda Sophia, s'accrochant à un dernier espoir. La femme regarda son écran. Laissez-moi voir. Nous avons une liste d'attente assez longue. Le système m'indique un délai d'attente de 60 à 90 jours ouvrables. 90 jours ouvrables. Une éternité pour Elena. Sophia sentit qu'elle allait crier, qu'elle allait devenir folle sur place. Dans 90 jours, il sera peut-être trop tard. Il n'y aura peut-être plus rien à faire. Vous ne comprenez pas. L'assistante sociale la regarda pour la première fois, avec une véritable exaspération. Mademoiselle, tous ceux qui viennent ici disent que leur cas est le plus urgent au monde. Nous avons des règles. Nous avons des procédures. Nous ne pouvons pas simplement faire irruption dans une maison comme dans les films. Nous ne sommes pas à Hollywood. Elle lui glissa un formulaire à travers le bureau. Remplissez ceci. En lettres majuscules, s'il vous plaît. Et en capitales. Puis elle retourna à son clavier. Sophia resta debout, le formulaire à la main. C'était un bout de papier inutile. Une moquerie. Le système n'était pas conçu pour sauver qui que ce soit. Il était conçu pour traiter des papiers, pour transformer l'horreur en bureaucratie, pour classer la tragédie dans des dossiers et les archiver jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Sophia sortit dans la rue. Le bruit de la ville, le chaos, la circulation, tout cela la frappa comme un mur. Elle s'assit sur un banc, complètement abattue. Elle pleura, de rage, d'impuissance, d'une peur atroce pour Elena. Elle s'était heurtée à un mur invisible mais impénétrable. Un mur d'indifférence, de cynisme, de bureaucratie et de pouvoir. Et puis, au milieu de son désespoir, elle comprit. Si le système était sourd, elle le ferait crier. Elle rentra chez elle. Elle s'assit devant son ordinateur portable. Et elle se mit à écrire. Elle créa un blog anonyme sur une plateforme gratuite. Sans design, sans photo, juste du texte, du blanc sur du noir. Le titre était « Le secret que cachent les guitares de Garibaldi ». Et elle a publié l'histoire. Toute l'histoire. Le témoignage de Ricardo. La description détaillée du dessin. L'indifférence du ministère public.
L'insulte des 90 jours ouvrables, du DIF, avec des noms, avec des dates. Il a cliqué sur le bouton « Publier ». Et il a attendu. Au début, il n'y a eu que le silence. Mais ensuite, une personne l'a lu et l'a partagé. Puis 10, puis 100, puis des milliers. L'histoire est devenue virale. La juxtaposition était trop puissante pour être ignorée. Mariachis et pédophilie. Tradition et horreur. Célébrité et abus systématiques. En moins de 24 heures, l'histoire était partout. Le hashtag Quaste Mariachi del Horror est devenu tendance mondiale. Les médias traditionnels, qui l'auraient ignoré, n'ont eu d'autre choix que de reprendre l'information. Le scandale a été énorme, national, international, et c'est seulement alors que le système, lâche et réactif, s'est mis en mouvement. Non par souci de justice, par panique, pour limiter les dégâts. Le bureau du ministère public, qui avait rejeté la plainte de Sofia, a publié un communiqué urgent annonçant une enquête approfondie. La maison des Reyes a été encerclée par des dizaines de patrouilles et de journalistes. Les caméras de télévision ont retransmis l'événement en direct dans tout le pays. Ils ont enfoncé la porte. Ils ont trouvé Elena, enfermée dans sa chambre, serrant son violon dans ses bras. Don Ramiro a été arrêté. Il n'a pas dit un mot. Son visage de pierre ne montrait aucune émotion, tandis que les agents lui passèrent les menottes. Le roi était tombé. Son royaume de silence et de musique s'était effondré dans un fracas assourdissant. Les enfants de la famille Reyes, plus d'une douzaine, ont été placés sous la garde de l'État. Le processus de guérison serait long. Pour certains, peut-être impossible. Comment reconstruire une âme qui a été systématiquement détruite depuis la naissance? Elena fut la première à faire un pas vers la lumière. Un jour, au centre d'accueil, elle vit un vieux piano dans une salle commune. Elle n'en avait jamais touché un auparavant. Elle s'assit. Et d'un seul doigt, l'index de sa main droite, elle commença à jouer une mélodie. Une nouvelle mélodie que personne n'avait jamais entendue auparavant. Triste, mais avec une étrange note d'espoir à la fin. Elle la joua à l'oreille. Son thérapeute, qui l'observait depuis la porte, resta sans voix, les yeux remplis de larmes. Le don n'était pas dans le sang maudit des Reyes. Le don était en elle. Et pour la première fois de sa vie, il n'appartenait qu'à elle. La maison de Garibaldi est désormais vide, fermée. Un monument silencieux à l'horreur qui se cachait à la vue de tous. Dans les armoires, les costumes de Charo sont suspendus, accumulant poussière et oubli. Les guitares, aux cordes cassées, gisent dans leurs étuis comme dans des cercueils. Le silence dans cette maison est désormais plus bruyant et plus éloquent que n'importe quelle chanson qui y ait jamais été jouée. Cette histoire nous laisse une question terrible, une question qui nous met tous mal à l'aise. Combien de secrets se cachent derrière les traditions que nous applaudissons tant? Combien de souffrances se dissimulent sous le masque de l'art, de la culture, des valeurs familiales? Le système n'a pas sauvé Elena. C'est une journaliste qui a refusé d'accepter un non comme réponse qui l'a sauvée. C'est un blog anonyme qui l'a sauvée. C'est l'indignation de milliers d'inconnus qui ont partagé son histoire qui l'a sauvée. Et cela, peut-être, est la réalité la plus interdite de toutes. Que parfois, la justice ne se trouve pas dans les tribunaux, mais entre nos mains. Je suis Matteo Del Valle. À bientôt pour la prochaine Réalité interdite.